Le passé ressemble un peu à une toute autre planète, l'une de celles que l'on ne pourrait atteindre. C'est une contrée où les réponses à toutes nos questions résident irrémédiablement. Mais une fois de temps en temps, les archéologues découvrent quelque chose de cool qui nous rapproche encore un peu plus de la découverte des mystères de notre planète et qui nous permettra au final de résoudre la plus grande énigme de toutes, à quoi ressemblaient vraiment nos ancêtres. Lorsqu'un morceau de mâchoire supérieure humaine a été retrouvé en Israël en 2017, cela fut un mystère pour les experts. Jusqu'à cette découverte, tous les fossiles montraient que notre espèce était apparue en Afrique de l'Est il y a environ 200 000 ans. Cette idée fut complètement bouleversée en juin 2017 lorsque des fossiles trouvés sur le site de Djebel Irhoud au Maroc semblaient avoir 350 000 ans, ce qui repousserait considérablement les origines potentielles des Homo sapiens et réécrirait ce que nous saurions au sujet de l'histoire de notre propre espèce. La mâchoire supérieure israélienne permit donc de compléter la découverte marocaine, étant donné que l'étude montrait qu'elle datait d'il y a 180 000 ans, ce qui voudrait dire que les Homo sapiens auraient également voyagé en Eurasie bien avant que nous le croyions auparavant. Les êtres humains auraient exploré le monde et l'auraient conquis bien plus vite que nous le pensions, et les preuves indiquant cela apparurent dans un endroit bien spécial. Alors qu'une petite fille américano-suédoise jouait au bord d'un lac situé près de chez elle, elle tomba sur quelque chose que son père prit initialement pour un simple bâton. Mais lui et sa fille se rendirent très vite compte qu'il s'agissait de quelque chose de bien plus étrange et qu'ils n'avaient aucune idée de comment elle s'était retrouvée là. En bordure de ce lac, dénommé lac Vidostern, dans la province du Småland, la jeune saga Vanesek avait en fait trouvé une véritable épée. Malheureusement, tirer cette épée hors de l'eau ne lui offrit pas un royaume, comme ce fut le cas avec le roi Arthur. Une fois que son père se rendit compte qu'elle manipulait quelque chose de bien plus dangereux que n'importe quel bout de bois, il le lui prit des mains et la rapporta auprès des autorités. Mais comment s'était-elle retrouvée là? Ils s'aperçurent très vite qu'il ne s'agissait pas du tout d'une épée moderne qui aurait été jetée là récemment, il s'agissait de quelque chose de bien plus vieux. Lorsqu'elle fut attribuée à un musée de la région, le conservateur Michael Mordström estima rapidement que la lame datait peut-être du 5e ou du 6e siècle, soit une époque prédatant l'ère viking. Les historiens et les archéologues du monde entier furent immédiatement fascinés par cette curiosité sortie des eaux. Ce genre de projet prend du temps, ce dont a dû disposer également l'expert en archéologie Amit Rehem pour déchiffrer la véritable signification de la pierre au graffiti. Des chercheurs israéliens et des ouvriers grecs ont découvert un objet absolument mystérieux qui se cachait là à la vue de tous depuis des centaines d'années. Dans un coin sombre de l'église du Saint-Sépulcre de Jérusalem se trouvait depuis longtemps une grande pierre noircie d'une taille similaire à la taille moyenne d'une table de salle à manger. Cela faisait des années que ce bloc de 2 tonnes était surnommé la pierre à graffiti, étant donné que les touristes avaient la fâcheuse tendance à y faire des inscriptions. En 2017, une équipe d'architectes et d'ingénieurs grecs travaillait à la restauration de l'église, étant donné que cela faisait un moment qu'elle menaçait de s'effondrer. Ils utilisèrent donc une grue pour déplacer la mystérieuse pierre à graffiti. C'était la première fois qu'elle changeait de place depuis des siècles et des siècles. Alors qu'Amit Rehem et le comité israélien des antiquités chargé des rénovations étaient en train de la déplacer, ils remarquèrent des inscriptions circulaires particulièrement étonnantes dans la roche précédemment obscurcie. Il était impossible qu'un touriste ait pu y creuser ces motifs circulaires. Leur origine était complètement mystérieuse. Rehem alla vite s'enfermer dans une bibliothèque pour chercher désespérément des informations relatives à d'autres pierres ornées de motifs similaires. Après beaucoup de travail, il s'aperçut que les motifs géométriques de la pierre ressemblaient à un style populaire à Rome au XIIe siècle. À l'époque, ce motif était utilisé pour symboliser le pouvoir temporel et spirituel de la papauté, ce qui suggérait qu'il ne s'agissait pas d'un morceau de roche quelconque, mais plutôt d'un ancien autel d'une valeur spirituelle énorme. Lors de ses recherches, Rehem en vint à la conclusion que la pierre à graffiti était en fait autrefois utilisée pour les messes, jusqu'à ce qu'un grand incendie consume l'église en 1808. La catastrophe détruisit le bâtiment, et lors de la reconstruction, l'autel se retrouva enterré sous un nouvel étage. En 1969, des archéologues firent des fouilles et trouvèrent la pierre, la laissant de côté pour des décennies, étant donné qu'ils avaient considéré qu'elle n'était pas importante. En tant qu'ancienne ville mésoaméricaine et site d'un grand nombre de pyramides mésoaméricaines de premier plan qui aient existé lors de l'ère précolombienne, Teotihuacan en elle-même est déjà une merveille en soi, et c'est typiquement le genre d'endroit où l'on pourrait s'attendre à trouver un hôtel ancien. Abritant la pyramide de la Lune, une structure incroyablement complexe et importante, on pourrait penser que la ville nous avait déjà révélé ses secrets, mais en 2018, les archéologues découvrirent que Teotihuacan
cachait encore plus de secrets alors qu'ils y découvrirent l'existence d'un tunnel qui est resté caché pendant des siècles. Mais pourquoi ce tunnel existait-il? À quoi servait-il? Le tunnel menait à une chambre à laquelle on n'avait jamais accédé, enfouie sous la pyramide lunaire que l'on a mentionnée précédemment. L'objectif de cette étrange salle n'a pas pu être clairement identifié, mais plus les chercheurs l'étudient, plus ils pensent qu'elle était autrefois utilisée comme chambre funéraire, le tunnel en lui-même représentant la route vers l'au-delà. Cette idée du corps décédé marchant le long d'un chemin conçu pour symboliser ce concept était très commun chez les Mayas, les Aztèques, ainsi que de nombreuses autres sociétés précolombiennes. Le passage vers l'au-delà est quelque chose que l'on peut percevoir également dans la ville romaine de Pompéi, lorsqu'il y a presque 2000 ans, l'éruption mortelle du mont Vésuve aboutit à un désastre surnaturel qui ne ressemblait en rien à ce que l'on avait pu voir auparavant et qui vint à bout des vies de plus de 30 000 personnes. Mais au fur et à mesure que la lave s'écoulait, que des nuages de cendres se déposaient sur la ville, tout cela préservait les peintures sur les murs en empêchant la vie et l'eau d'y pénétrer. Tout récemment, les archéologues ont trouvé une nouvelle pièce encore inexplorée, ce qui leur a permis de découvrir ce qui était peint sur les murs. Y était représenté un sanctuaire connu comme un lararium, nom donné aux œuvres d'art qui honorent les esprits du foyer. Ces sanctuaires étaient un motif fréquent dans les maisons romaines, mais ont été victimes du temps ou, dans le cas de Pompéi, ont été entièrement détruits. Mais grâce au processus de préservation naturelle déclenché par les cendres de Pompéi, le lararium de cette maison avait en fait été préservé, aussi brillant, brut et vivant que si l'on avait été 2000 ans en arrière. Pompéi est peut-être perdue, mais toute une nouvelle ville de ce type a été trouvée. Un article de septembre 2018 d'History.com a révélé qu'une étude d'une ampleur nouvelle dans la civilisation maya avait révélé 60 000 structures dans le nord du Guatemala, alors que l'on n'en connaissait pas une seule auparavant. Les structures comprenaient un peu de tout et de rien, des maisons ou des canaux jusqu'à des fermes, modifiant totalement l'idée que cette zone était très peu habitée à l'époque. Il y avait en fait là toute une population, ce qui était en fait devenu évident grâce à la pléthore de bâtiments en ruine retrouvés enterrés sous la terre. Pour certains, découvrir toute une ville équivaut un peu au Saint Graal de l'archéologie, et pourtant c'est bien arrivé. Pour d'autres néanmoins, le Saint Graal de l'archéologie devait être quelque chose de plus théologique, et Israël est plus ou moins un coffre au trésor en ce qui concerne les découvertes mystères et l'art antique le plus étrange. Les archéologues de l'université de Haïfa sont tombés sur une peinture vieille de 1500 ans dans les ruines d'un village fermier de l'ère byzantine dans le désert de Negev, au sud d'Israël. Il s'agit d'un gribouillage assez simpliste, quelque chose qu'un enfant aurait pu produire et que vous auriez pu accrocher au frigo, mais l'historienne Emma Mayan Fanar est convaincue qu'il s'agit d'une représentation artistique de Jésus lors de son baptême qui regarde vers nous. On vous pardonnerait si vous disiez que cette peinture ne ressemble en rien au Fils de Dieu, mais il y a quelque chose d'assez curieux ici. Les Écritures n'ont en fait jamais décrit l'apparence de Jésus. Chaque image de lui est en fait basée sur des versions artistiques plus tardives. Lors des siècles précédant ces représentations, Jésus était en fait décrit de manière bien plus diverse que ce que les images classiques de Jésus avec ses longs cheveux et sa barbe veulent bien nous laisser présager et qui sont uniquement devenues la norme au VIe siècle. Cette fresque représenterait en fait l'idée que l'on s'en faisait avant le VIe siècle de Jésus, avec un visage bien rasé, des cheveux courts et bouclés. Si l'image correspond bien à ce que pense Mayan Fanar, alors c'est un artefact unique en son genre, une représentation de Jésus-Christ fidèle à sa véritable apparence. Et ce ne sont pas uniquement des éléments relatifs à l'histoire chrétienne que les archéologues ont tendance à retrouver. On connaît tous l'histoire du cheval de Troie, la légende qui raconte comment des hommes se sont cachés dans un cheval géant en bois pour pénétrer dans la ville de Troie. Mais où se trouvait exactement Troie ? Où se trouve cette ville où des gens idiots pensent qu'un cheval géant en bois est un cadeau normal? C'est en fait une question qui a été énormément creusée, tant que certains pensent qu'il ne s'agit rien de plus qu'un mythe, et depuis la plus orwellienne des années, 1984, les archéologues tentent de récupérer toutes les pièces qui pourraient confirmer sa supposée existence. La quête a commencé lorsque l'archéologue Elena Korka a découvert un sarcophage enterré dans un village situé dans la région du Péloponnèse, au sud d'Athènes. Elle savait qu'il y avait là plus de choses à découvrir et voulut creuser dans cette zone aussitôt qu'elle le put. Mais cette seconde visite ne put se produire qu'en 2013, lorsque Korka arriva accompagné d'une véritable armée afin de lancer un projet de fouille de longue haleine. Tout cela atteint sa consécration lorsqu'en 2018, l'équipe mise au jour des tombes étranges pleines de vases de bronze, d'or, d'argent et bien sûr d'os. Mais c'était seulement le commencement.
À partir de là, les fouilles s'orientèrent vers le nord, où Korka et les archéologues tombèrent sur les ruines d'un bâtiment situé dans une ville ancienne. Sur une surface de 672 mètres carrés, ils déterrèrent des colonnes d'enfouis, des sols, des murs, et se rendirent bientôt compte que les tombes qu'ils avaient trouvées étaient le cimetière de Troie, et qu'ils avaient maintenant trouvé le reste de la ville. Jusqu'à ce moment-là, Troie n'avait existé que dans les mythes et les textes historiques, et il n'y avait aucune preuve qui montrait que la ville avait en fait existé un jour. Les archéologues ont trouvé un vase vieux de 1800 ans en Bulgarie du Sud-Est, de la forme de la tête d'un boxeur ou d'un lutteur. Bien que si vous voulez entrer dans les détails, il s'agit en fait d'un balsamarium, un vase d'un type bien précis utilisé pour conserver des liquides comme des parfums ou des baumes. Ce vase a acquis une aura étrange, les experts ayant mystifié ce à quoi il aurait pu servir. Fabriqué en bronze, il semble représenter un homme avec un bouc et un nez crochu. La blessure qu'il arbore au niveau du visage est ce qui a amené de nombreux experts à penser qu'il s'agit en fait d'un boxeur qui doit guérir d'une blessure récente, alors que d'autres pensent que son bouc semble lui donner une apparence démoniaque, un sentiment appuyé par le fait que l'homme immortalisé par le vase semble porter un chapeau constitué d'un chat décédé. Mais encore une fois, peut-être que c'est seulement le type de coiffe qui était à la mode chez les boxeurs de son époque, même si on a du mal à imaginer Muhammad Ali qui porte un Garfield empaillé sur sa tête. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo. Dites-nous laquelle vous avez préférée en commentaire. Et si vous avez aimé cette vidéo, alors n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être le premier à être au courant lorsqu'une nouvelle vidéo sera disponible. Merci d'avoir regardé cette vidéo.